Qu'elle paraît loin l'époque où le Royaume-Uni affichait sa superbe assurance économique. Son plein emploi, son immobilier qui flambait, sa croissance qui flirtait régulièrement avec les 3%, sa city resplendissante. La crise est passée par là, bousculant les certitudes d'un pays qui se croyait entré de plein pied dans une nouvelle ère de prospérité. Mais l'époque Blair est finie, et avec elle les promesses du New Labour. L'arrivée au pouvoir du duo Cameron-Clegg s'est accompagnée d'une réelle et profonde remise en cause du modèle britannique. Pour parler clair, c'est un réel pari que tente aujourd'hui le Royaume-Uni. Un pari qui se soldera soit par la rupture avec une époque désormais révolue, soit par la fracture d'une économie qui se disloquerait. En tous les cas, c'est une expérience riche d'enseignements pour les observateurs de l'économie. Le premier graphique dépeint le modèle de l'économie britannique avant la crise. Pour schématiser, nous pouvons dire qu'il s'agit des années Blair, entre 1997 et 2007. C'est une époque pendant laquelle l'économie tournait à plein régime, grâce au carburant tonique d'une city toute puissante et d'une consommation des ménages vigoureuse. Il y avait de quoi. Le chômage avait rarement été aussi bas et les ménages profitaient d'effets richesse massifs grâce à la hausse de la valeur de leur patrimoine immobilier. Dans ce modèle, l'État avait bien entendu sa place, mais l'intervention était ciblée sur des points précis comme le système de santé. L'économie fonctionnait suffisamment bien pour que la figure tutélaire de Downing Street se fasse discrète. Dans ce paysage, l'industrie faisait presque figure de parent pauvre. Certes, elle comptait, mais ce n'était pas elle qui était porteuse d'avenir. Le chamboulement de ce modèle a été d'une extrême brutalité et correspond quasi parfaitement aux années Brown entre fin 2007 et début 2010. Subitement, sous l'effet de la dépression mondiale, le moteur économique s'est arrêté de tourner. La City a été prise dans la tourmente des marchés financiers et la consommation s'est effondrée sous les coups de boutoir de la baisse conjointe des prix immobiliers et de l'emploi. Fait rare, les salaires ont carrément reculé en 2009. Sans surprise, le PIB s'est écroulé de 5% sur une seule année sur fond de panique. Qui peut oublier les scènes où des centaines d'épargnants inquiets faisaient la queue devant les agences Northern Rock pour retirer toutes leurs économies? Résultat, le 10 Downing Street a dû intervenir massivement. Nationalisation des banques fragiles, baisse de la TVA, prime à la casse, tout y est passé. Comme ailleurs, la production industrielle s'est effondrée, mais pas plus qu'ailleurs non plus. C'est dans ce paysage que l'alliance entre conservateurs et libéraux est arrivée au pouvoir en mai 2010, avec une promesse, celle d'une vraie rupture, celle aussi d'une vraie austérité. Bien entendu, il est important que la City retrouve ses lettres de noblesse. Il est inimaginable que le Royaume-Uni se passe de son centre névralgique financier. Les marchés doivent remonter durablement et Londres doit y trouver toute sa place. L'État aussi doit, dans la logique de Cameron et de Clegg, retrouver sa place naturelle. Dans leur idée, il doit forcément être plus petit, plus discret, moins dispendieux, moins endetté surtout. Il en va de la crédibilité du pays aux yeux des marchés financiers. Dans cet espoir de nouveaux modèles, l'industrie britannique doit jouer un rôle clé. Certes, elle ne pourra plus jamais tirer à elle seule l'ensemble de l'économie, mais elle doit permettre de compenser les défaillances d'autres moteurs. C'est le cas notamment de la consommation des ménages qui risque fort d'être plombée pendant plusieurs années sur fond d'hésitation de l'immobilier et d'une radicale cure d'austérité. Cette austérité, elle avait été promise pendant la campagne électorale et les rigoristes n'ont pas été déçus. Le budget, puis les spending reviews présentés par le chancelier de l'échiquier, George Osborne, ont été clairement draconiens. Au total, les dépenses publiques devront baisser de 83 milliards de livres à l'horizon 2015. C'est en proportion la plus forte baisse depuis les réformes de Lloyd George dans les années 1920. Il faut également trouver des recettes fiscales supplémentaires et le choix a été fait d'une nouvelle hausse de la TVA. En l'espace de 2 ans, celle-ci sera donc passée de 15% à 17,5%, puis à 20% à compter du 4 janvier 2011. C'est très clairement une menace pour la consommation des ménages, tout comme le gel des salaires des fonctionnaires qui gagnent plus de 21 000 livres. D'ailleurs, la fonction publique n'a pas été épargnée par ces coupes claires, puisque 490 000 postes seront supprimés d'ici 2015, ce qui correspond à plus de 100 000 postes par an.
Parmi les autres mesures phares, nous retrouvons également le passage de l'âge de la retraite publique à 66 ans ou encore le gel des allocations familiales. Cette décision forte serait absolument impossible sans cohésion sociale. Mais jusqu'à présent, les protestations ont été timorées, surtout vu de France. Il est vrai que les Britanniques acceptent dans leur majorité la nécessité des réformes, même si elles peuvent s'avérer douloureuses à court terme. Dans ce contexte, le rôle qu'aura à jouer l'industrie est très important. Et pour accompagner son redressement, elle peut compter sur une alliée de poids, la Banque d'Angleterre. La vieille dame de Threadneedle Street n'a pas hésité un seul instant à proposer une politique monétaire ultra accommodante. Pour soutenir l'économie, bien sûr, mais aussi pour guider l'érosion progressive mais réelle de la livre sterling. Ce graphique montre le taux de change du Royaume-Uni par rapport à l'ensemble de ses partenaires commerciaux. On y voit que le pays a vu sa compétitivité s'améliorer de 20% au cours des 5 dernières années, rien que grâce à la glissade de sa monnaie. C'est un atout de taille, surtout vu de zone euro, où les exportateurs français, espagnols ou italiens n'ont de cesse de se plaindre du boulet de l'euro fort. Et les producteurs britanniques ont bien besoin de soutien car leur activité a payé un très lourd tribut à la crise. Même s'il y a une remontée depuis la mi-2009, en niveau, la production n'a retrouvé que son niveau de 1994. Le Royaume-Uni n'est pas une exception, l'Italie est exactement dans le même cas, tandis que la France n'a retrouvé que son niveau de 1997. Il y a pourtant des raisons de croire en un réveil de l'industrie britannique, car, pour paraphraser Mark Twain, les rumeurs concernant sa mort ont été très largement exagérées. Certes, elle n'a plus le poids qu'elle avait au début des années 90, mais elle conserve encore aujourd'hui une part très importante dans le PIB en valeur. Impossible donc de tirer complètement un trait dessus. Quelles sont donc ces raisons d'y croire ? D'abord, le pays conserve une spécialité forte dans les hautes technologies qui lui font jouer un rôle moteur dans l'industrie européenne. Ensuite, le Royaume-Uni a conservé des positions importantes dans des secteurs de grande envergure qui nécessitent énormément de main-d'œuvre. C'est le cas de la pharmacie, du matériel militaire ou de l'aéronautique avec Airbus ou encore Rolls-Royce. Il ne faut pas oublier non plus le poids de l'industrie automobile. Certes, l'ère Rover est bel et bien révolue, mais de Luton à Sunderland, du nord au sud, on trouve encore de nombreuses usines, qu'elles soient Ford, GM ou Nissan. L'intérêt pour les entreprises étrangères de s'installer outre-Manche est évident. La main-d'œuvre est flexible et globalement bien qualifiée, et, nous l'avons vu, le pilotage de la monnaie se fait actuellement très en faveur de la compétitivité des exportateurs britanniques. Les atouts du pays vont d'ailleurs bien au-delà. Nul besoin de trop forcer son imagination pour envisager que le Royaume-Uni puisse profiter de sa proximité historique avec des géants émergents, Chine et Inde en tête. Si des industriels venant de ces deux pays souhaitent s'installer sur le vieux continent, la Grande-Bretagne serait une rampe de lancement idéale. En d'autres termes, même si le pays a perdu une grande partie de ses sièges sociaux industriels, elle n'a pas pour autant complètement perdu de son pouvoir de séduction pour l'implantation ou le maintien d'unités de production. C'est donc à une expérience inédite que nous assistons outre-Manche. Le pays tente un réel chamboulement de son modèle économique en à peine une décennie. Sur ce tableau de prévision, il est difficile d'en percevoir les premiers effets puisque le bilan ne pourra être réellement tiré qu'à compter de 2015. Tout au plus peut-on remarquer que l'activité sera déprimée à court terme, notamment sous l'effet d'une consommation qui est condamnée à rester palichonne. En tout état de cause, c'est à une vraie expérience que se livrent les autorités britanniques. En substance, soit ça passe, soit ça casse. Dans les deux cas, au moins les observateurs de l'économie auront-ils appris quelque chose sur la capacité d'une économie avancée à réussir sa mue en aussi peu de temps.